Voici Pokrovsk, aujourd'hui, une ville ukrainienne détruite, bombardée chaque jour par les forces russes. Des maisons en ruine, des rues désertes, des familles en fuite. Et c'est la tactique de Poutine. Tout détruire, jusqu'à ce que les gens n'aient d'autre choix que de quitter leur maison. Mais Pokrovsk n'est pas une ville comme les autres. Cette petite ville se trouve à seulement 20 km de la frontière de Donetsk. Si Poutine parvient à capturer Pokrovsk, il pourra enfin dire qu'il contrôle l'ensemble du territoire de Donetsk, l'un de ses plus grands objectifs depuis le début de la guerre. C'est pourquoi, durant l'été de cette année en Europe de l'Est, Poutine a rassemblé 110 000 soldats. Ce plan ambitieux avait tout pour être son offensive finale. Les troupes étaient prêtes, les armes étaient stockées. Le commandant choisi par Poutine était confiant. Tout semblait parfait, du moins sur le papier. Mais Poutine a commis une erreur fatale. Et l'Ukraine ? Eh bien, ils observaient chacun de ses mouvements. En 48 heures, la plus grande offensive russe de l'été s'est transformée en cendres. Mais comment une force plus petite a-t-elle réussi à détruire une machine de guerre de 110 000 hommes avant même qu'elle ne commence ? La réponse réside dans une erreur si basique que n'importe quel étudiant en stratégie militaire saurait l'éviter. Poutine a mis tous ses œufs dans le même panier. Pour commander cette force gigantesque, Poutine a personnellement choisi le colonel Rouslan Goriadkin, un homme connu autant pour ses compétences organisationnelles que pour sa brutalité absolue. Goriadkin était le genre de commandant que Poutine adorait. Efficace, impitoyable et dangereusement sûr de sa propre supériorité. La stratégie russe était simple et brutale. Il prévoyait d'utiliser la tactique de la vague humaine, d'envoyer des masses de soldats contre les défenses ukrainiennes, vague après vague, jusqu'à ce que les défenseurs manquent de munitions, ou qu'ils s'effondrent, simplement d'épuisement. C'était une stratégie d'usure pure, utiliser plus de soldats que l'ennemi n'a de balles. Mais Goriadkin pensait comme un général du siècle dernier. Il a établi un seul poste de commandement pour contrôler les 110 000 soldats. Une seule usine métallurgique près de Donetsk est devenue le cerveau de toute l'opération. Le commandant, ses officiers, tous les chefs importants, tous au même endroit. Et les armes ? Goriadkin a fait quelque chose d'encore pire. Pratiquement toutes les munitions pour l'offensive ont été stockées dans un seul dépôt gigantesque dans la ville de Kartsysk. Des milliers de roquettes, d'obus d'artillerie, de missiles anti-aériens, tout était rassemblé au même endroit. C'était comme si la Russie avait créé 2 cibles parfaites et les avait offertes sur un plateau à l'Ukraine. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'Ukraine ne dormait pas. Leurs spécialistes du renseignement électronique travaillèrent jour et nuit. En utilisant la technologie de traçage, ils analysaient chaque communication radio provenant de la région de Donetsk. Imaginez un détecteur de métaux, mais pour les signaux radio. Chaque message que Goriadkin envoyait à ses troupes laissait une empreinte électronique. Et l'Ukraine suivait ses traces. Je dois dire quelque chose d'important ici. Voyez-vous, c'est la différence fondamentale entre les deux approches militaires. La Russie utilisait une philosophie plus centralisée et hiérarchique, quelque chose de très courant au siècle dernier. En d'autres termes, ils adoptent une chaîne de commandement rigide, où toutes les décisions viennent d'en haut. Quant à l'Ukraine, elle fonctionnait comme un réseau moderne et flexible, où l'information circule rapidement et où les décisions peuvent alors être prises à plusieurs niveaux. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils identifient d'où venaient tous les ordres. L'usine métallurgique. C'est là que se trouvait le cerveau de l'opération russe. Des collaborateurs ukrainiens sur le territoire occupé ont confirmé l'information. Des personnes qui soutenaient encore l'Ukraine ont rapporté le va-et-vient constant d'officiers russes entrant et sortant du bâtiment. La cible était confirmée. Alors que Goriadkin se préparait à lancer ses premières attaques,
Quelque chose allait très mal tourner dans ses plans, mais pas de la façon dont il l'imaginait. Dans la nuit du 30 juin, 6 chasseurs ukrainiens ont décollé en direction de l'Est. Ce n'était pas une attaque ordinaire. C'était une opération qui combinait le meilleur de la technologie occidentale avec le renseignement ukrainien. Le plan était génial. 2 des 6 avions ont servi d'appât. Ils ont largué des dispositifs spéciaux, appelés MAUD, de petits missiles qui servent de distraction. Chacun de ces missiles peut simuler n'importe quel type d'appareil sur le radar russe. Un chasseur, un bombardier, une formation entière d'avions. Ces dispositifs MAUD sont de véritables œuvres d'art de l'ingénierie électronique. Ils peuvent voler sur plus de 900 km, en imitant parfaitement la signature radar d'avions beaucoup plus grands. C'est comme si chaque MALD était un acteur électronique capable de jouer n'importe quel rôle dans le théâtre de la guerre. Les radars russes ont fini par se concentrer sur ces fausses cibles, tirant des missiles coûteux sur des fantômes électroniques. Pendant ce temps, les 4 autres chasseurs ukrainiens s'approchèrent par l'autre côté, volant à basse altitude pour éviter d'être détectés. Et alors, ils ont lancé les Storm Shadow. Ces missiles britanniques sont des armes redoutables. Ils peuvent parcourir plus de 250 km, sont pratiquement invisibles au radar et transportent une charge explosive spéciale à double phase, appelée Broch. Les missiles perçant la cible, puis explosent à l'intérieur. Ils sont spécialement conçus pour détruire les bunkers et les structures renforcées. Les missiles ont traversé le ciel nocturne. Ce furent des secondes de tension. Et Goryachkin n'avait aucune idée que sa mort volait dans sa direction. L'explosion a été dévastatrice. Des vidéos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux montrant l'usine en flammes. Le propre poste de commandement de Goryachkin avait été anéanti. Mais le véritable impact ne serait révélé que plus tard. Goryachkin était mort, la plupart de ses officiers aussi. Des sources de renseignement ont signalé 8 morts, 9 blessés et 4 disparus. Plusieurs commandants subordonnés éliminés d'un seul coup. En quelques minutes, une force de 110 000 soldats avait perdu son commandement. C'était comme couper la tête d'un serpent géant. Mais l'Ukraine n'en avait pas fini. 2 jours plus tard, le deuxième coup est arrivé. Dans la nuit du 2 juillet, vers 10 h du soir, des essaims de drones ukrainiens se sont abattus sur Kartsysk. Cette fois, c'était le service de sécurité de l'Ukraine qui dirigeait l'attaque. Les drones n'avaient pas besoin de transporter des explosifs lourds. L'entrepôt de Kartsysk était ce que les militaires appellent alors une cible qui se détruit d'elle-même. Le contenu même de la cible ferait le travail de destruction. Imaginez des palettes, et des palettes de munitions hautement explosives empilées dans d'immenses entrepôts. Les drones causent n'avaient en des cas frappé quelques points stratégiques pour déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les premières explosions ont commencé petites, mais elles se sont rapidement propagées. Chaque explosion faisait détonner plus de munitions, ce qui provoquait encore plus d'explosions, dans un cycle dévastateur qui a duré des heures. Des témoins locaux ont décrit la scène comme un enfer sur Terre. Des explosions illuminaient le ciel et pouvaient être vues à 20 km de distance. Le sol tremblait à chaque détonation. C'était comme si la terre elle-même était déchirée. La destruction était si intense que les explosions pouvaient être ressenties et entendues dans les localités voisines. Les habitants ont rapporté que leurs fenêtres tremblaient à chaque nouvelle détonation, créant un cycle interminable de terreur qui s'est prolongé toute la nuit. Des milliers de roquettes, d'obus d'artillerie et de systèmes de missiles ont été consumés par les flammes. Mais surtout, les missiles anti-aériens russes
ont également été détruits. Non seulement les armes destinées à l'offensive, mais aussi les défenses qui protégeaient tout le territoire occupé. C'est ce que les stratèges appellent un effet en cascade. La destruction de Kharkiv n'a pas seulement affecté la bataille pour Pokrovsk. Elle a dégradé la capacité russe à défendre l'espace aérien sur une vaste zone de Donetsk. Une seule frappe bien placée a eu des conséquences qui se sont propagées dans toute la région. En 48 heures, Poutine avait tout perdu. Sans commandement, sans munitions, sans défense aérienne, les soldats russes restants sont devenus des cibles faciles. Sans leadership coordonné, sans soutien d'artillerie adéquat, ils ont été réduits à mener des attaques désespérées, sans aucun appui. Comme l'ont décrit des analystes militaires, ils sont devenus de simples corps chauds, envoyés dans des missions suicides. Mais le pire pour Poutine restait encore à venir. Avec les défenses aériennes russes détruites, le ciel au-dessus de Donetsk est resté ouvert. L'armée de l'air ukrainienne, qui devait auparavant être extrêmement prudente, pouvait désormais opérer avec beaucoup plus de liberté. Et ils en ont immédiatement profité. Ils ont commencé à utiliser des bombes guidées françaises, appelées Hammer. Ces armes transforment des bombes ordinaires en munitions de précision qui peuvent être lancées à 70 km de distance. Le système Hammer était modulaire. Il peut être adapté à des bombes de différentes tailles, allant de 125 kg à 1000 kg. Il utilise plusieurs modes de navigation, Global Positioning System guidage laser et même guidage infrarouge pour fonctionner dans toutes les conditions météorologiques. Le 15 juin, ces armes avaient déjà démontré leur puissance. Un chasseur MiG-29 ukrainien a lancé 2 bombes Hammer contre une position d'opérateur de drones russes à Donetsk, l'effaçant complètement de la carte. Désormais, avec les défenses aériennes russes affaiblies, ces attaques sont devenues beaucoup plus fréquentes et efficaces. Mais l'Ukraine avait encore un atout dans sa manche encore plus impressionnant. À peu près à la même époque, il a été révélé qu'ils avaient développé leur propre bombe planante, copiant essentiellement la technologie que la Russie utilisait, mais en l'améliorant. Ces bombes ukrainiennes peuvent voler jusqu'à 60 km, avec des plans pour étendre cette portée à 80 km à l'avenir. Le plus important, c'est que l'Ukraine ne dépend plus uniquement des armes fournies par l'Occident. Ils construisent les leurs. Cela représente une transformation stratégique fondamentale. L'Ukraine développe sa propre base industrielle de défense, garantissant qu'elle peut continuer à se battre même si le soutien occidental diminue. C'est une démonstration de maturité militaire et d'indépendance stratégique. Pendant ce temps, la France a annoncé qu'elle augmenterait la production de kits Hammer de 40%, prévoyant de livrer environ 1200 unités à l'Ukraine d'ici la fin de 2025. Pendant ce temps, Poutine tentait de sauver la situation avec de la propagande. À la fin du mois de juin, lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg, il a déclaré « Toute l'Ukraine est à nous. Partout où le soldat russe pose le pied, c'est à nous. » Tout d'abord, cette situation n'est pas la même, elle est fondamentalement différente. Et deuxièmement, nous ne cherchons pas la capitulation de l'Ukraine. Nous insistons sur la reconnaissance des réalités qui se sont formées sur le terrain. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je considère les peuples russes et ukrainiens comme un seul et même peuple. En ce sens, toute l'Ukraine est à nous, sans aucun doute, et il y a des gens, et ils ne sont pas peu nombreux dans le pays voisin, qui cherchent à garantir leur souveraineté et leur indépendance, alors qu'ils aient la santé. Et nous, d'ailleurs, nous n'avons jamais remis en question, à aucun moment, le droit du peuple ukrainien à l'indépendance et à la souveraineté. Mais vous savez, nous avons un vieil adage, ce n'est pas un proverbe ni une parabole, mais une ancienne règle. Là où pose le pied d'un soldat russe, là c'est chez nous. Cela ressemblait à une déclaration de force, mais en réalité c'était le contraire. C'était Vladimir Poutine qui essayait de détourner l'attention de l'échec évident de ses objectifs plus limités à Donetsk. Lorsqu'un dirigeant commence à promettre des conquêtes impossibles, c'est généralement parce que les conquêtes possibles lui échappent.
Mais ils ne savaient pas que quelques jours plus tard, l'Ukraine ferait quelque chose qui défierait complètement ce discours. Quelque chose qui aurait très bien pu mettre en échec ces grands projets de Poutine. Le 14 juin, au milieu des déclarations fracassantes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait sa propre annonce. Aujourd'hui, il y a eu un rapport du commandant en chef, Oleksandr Syrski, concernant la ligne de front, concernant nos actions actives. Un point qui mérite beaucoup d'attention se situe en direction de Pokrovsk et de notre région de Soumy, dans les zones frontalières de notre région de Soumy. Nous avons réussi à repousser les troupes russes de là-bas. Je remercie toutes nos unités qui ont obtenu ce résultat. Sur la base des exploits de ces derniers jours, les guerriers du 22e et du 25e régiment d'assaut séparés méritent notre gratitude particulière pour leurs actions offensives dans la région frontalière de Soumy et la libération d'Andreevka. En particulier, un grand merci à vous, les gars. Il parle d'Andreevka, un petit village dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui a peut-être complètement changé les calculs de Poutine pour cette guerre. Et je vais maintenant vous en expliquer la raison. Pour comprendre pourquoi la libération d'Andreevka est si significative, je dois vous montrer quelque chose. Tu te souviens en février 2022, quand Poutine a lancé son invasion à grande échelle. L'une des premières régions qu'il a essayé de capturer était justement Soumy, et ce n'était pas un hasard. Soumy se situe au nord-est de l'Ukraine, à la frontière russe. Pour Poutine, contrôler cette région signifiait avoir un corridor direct vers Kiev, la capitale ukrainienne. C'était une partie du plan pour une victoire rapide et décisive. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le premier jour de l'invasion, plus précisément le 24 février 2022, les forces russes sont entrées à Soumy. Ils s'attendaient à une résistance minimale, une grave erreur. Au lieu de cela, ils ont rencontré des parachutistes ukrainiens et des volontaires civils armés qui ont organisé une défense féroce. Non seulement ils ont résisté, mais ils ont réussi à détruire toute une colonne de chars russes lors des combats urbains. Et pour réaliser cet exploit impressionnant, les Ukrainiens ont utilisé une tactique brillante que les militaires appellent la défense de points forts non contigus. Elle fonctionne à peu près comme ceci. Pendant que certaines troupes défendèrent les principales villes, de petits groupes de partisans se dispersèrent dans la campagne pour attaquer les lignes d'approvisionnement russes. En d'autres termes, c'est comme s'ils créaient une toile d'araignée militaire qui empêchait les Russes de s'organiser. Et tu veux savoir quel a été le résultat ? En un mot dévastateur. Les forces de Poutine se sont retrouvées prises dans des embuscades constantes, incapables d'avancer rapidement vers Kiev. Et puis, en avril 2022, seulement 2 mois plus tard, les Russes ont été complètement expulsés de Soumy. Et ici nous arrivons à un point important, qui brise complètement un récit très répandu. Beaucoup de gens pensent que l'Ukraine ne parvient à faire face à la Russie que grâce au soutien militaire occidental. Mais la réalité est bien différente. Cette victoire historique à Soumy a eu lieu alors que l'Ukraine se battait principalement avec du matériel ancien de l'époque soviétique, des fusils basiques et quelques rares missiles anti-chars qu'elle avait reçus. Le soutien militaire occidental massif que nous connaissons aujourd'hui n'existait tout simplement pas encore. Maintenant, considérez ceci. Poutine croyait qu'il pourrait mettre fin à toute la guerre en seulement 3 jours. C'était littéralement le plan russe. 3 jours pour prendre Kiev et forcer la capitulation ukrainienne. Mais il s'est complètement trompé. La défense héroïque de Soumy, ainsi que d'autres résistances à travers le pays, ont complètement détruit cette attente. La gouverneure de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé que la région est libre des forces russes.
L'annonce a été faite aujourd'hui, mais les autorités ont déclaré que la zone n'est pas encore sûre et, selon les responsables, il y a encore des zones minées où le travail de déminage se poursuit. Avec le retrait de Soumy, la Russie a achevé le retrait de ses troupes de tout le nord de l'Ukraine. Et tout cela n'a été une conquête purement ukrainienne, avec des soldats et des volontaires civils qui ont combattu avec courage et intelligence tactique, sans compter sur l'armement avancé qu'ils recevraient plus tard. Ce n'est qu'après que le monde a vu cette capacité de résistance authentique des Ukrainiens que les pays occidentaux ont commencé à envoyer un soutien militaire à grande échelle. La victoire à Soumy n'a pas été le résultat du soutien occidental, c'était bien plus que cela. Elle a convaincu l'Occident de soutenir l'Ukraine, et cette victoire a eu d'énormes conséquences. D'abord, elle a montré au monde que l'Ukraine pouvait vraiment se battre et gagner, même face à une superpuissance militaire. Deuxièmement, garder Soumy sous contrôle ukrainien a été fondamental pour que l'Ukraine puisse lancer 2 ans plus tard la célèbre offensive de Koursk en envahissant le territoire russe. Poutine n'a jamais oublié l'humiliation qu'il a subie à Soumy, tu sais. C'est alors qu'en 2025, il a décidé d'essayer à nouveau. Maintenant, je dois te présenter les héros de cette histoire plus récente, ceux du 125e régiment d'assaut séparé. Cette unité a une origine fascinante. Elle a été créée le 8 mars 2022, seulement 2 semaines après l'invasion russe, par des volontaires locaux de Kharkiv qui voulaient défendre leur terre natale. Au début, ce n'était qu'un bataillon de défense territoriale, mais à mesure qu'ils prouvaient leur valeur au combat, ils ont été promus. En juillet 2023, ils sont devenus un bataillon d'assaut des forces terrestres. En février 2025, ils ont été élargis pour devenir un régiment complet. Cette évolution montre comment une unité de volontaires civils s'est transformée en l'une des forces les plus redoutées d'Ukraine. Le parcours de combat du 225 degrés est impressionnant. Ils ont combattu à Kharkiv, survécu aux combats infernaux de Bakhmut, défendu Avdiivka et participé à l'offensive de Koursk. En mai 2024, ils ont même réussi à capturer l'un des chars russes les plus modernes, le T-90M. La télévision russe est même allée jusqu'à les qualifier de l'une des unités les plus puissantes d'Ukraine, équipée de la meilleure technologie occidentale. Mais c'est en juin 2025 qu'ils ont remporté leur victoire la plus significative récemment. La bataille pour Andriivka a commencé comme une nouvelle tentative russe de créer sa zone tampon. Une zone tampon est essentiellement une bande de territoire que Poutine veut contrôler à l'intérieur de l'Ukraine, pour protéger les régions russes frontalières des attaques ukrainiennes. C'est comme créer un bouclier territorial en utilisant des terres ukrainiennes occupées. Et pour y parvenir, Poutine a concentré plus de 50 000 soldats à la frontière de Soumy, utilisant des tactiques de petits groupes d'assaut, avec des motos et des véhicules pour capturer rapidement les villages frontaliers. Et à ce moment-là, l'Ukraine a subi un revers. Le 4 juin, les tactiques de l'ennemi ont fonctionné. Les forces russes ont réussi à occuper Andriivka et le village voisin de Vodolaï. Pour de nombreux observateurs, cela ressemblait davantage à une avancée russe dans une guerre où la Russie gagnait du terrain lentement mais sûrement. Mais ils étaient loin de se douter que l'Ukraine avait d'autres plans. C'est alors que, le 14 juin, seulement 10 jours après la prise, le 125e régiment a lancé une contre-attaque dévastatrice. Non seulement ils ont repris Andriivka, mais ils l'ont fait de manière si efficace que cela a même surpris les analystes militaires. Zelensky a annoncé la libération ce même jour, en saluant spécifiquement les actions offensives du régiment. Mais cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Même après l'annonce officielle, il y avait encore des soldats russes cachés dans le village. Pendant une semaine, Duzentos et 25 Ogro s'est engagé dans des combats intenses de nettoyage urbain. C'est pendant cette phase qu'un de leurs groupes d'assaut,
connu sous le nom de Cesne-Negro, a réussi à éliminer un commandant russe, le major Andrei Yartsev, dans son propre poste de commandement. Puis, le 22 juin, la libération totale d'Andriivka a été confirmée. Le village était complètement débarrassé des forces russes. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi tant d'importance pour un petit village dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Eh bien, la réponse réside dans la signification stratégique. Tout d'abord, Andriivka se trouve à seulement 5 km de la frontière russe. La contrôler signifie contrôler l'une des routes d'accès à l'Ukraine. Pour Poutine, ce village était une pièce maîtresse dans son plan de créer une zone tampon qui protégerait le territoire russe des attaques ukrainiennes. Deuxièmement, capturer et maintenir Andriivka a coûté des ressources militaires russes significatives. Lorsque l'Ukraine l'a reprise, Poutine est littéralement revenu à la case départ, mais cette fois dans une situation encore pire, avec des centaines de pertes supplémentaires et du matériel perdu. Troisièmement, et peut-être plus important encore, la victoire à Andriivka a forcé la Russie à retirer des troupes d'autres fronts. Tu te souviens des 50 000 soldats que Poutine avait concentrés à Soumy ? Ils sont venus principalement de Donetsk, et cela a affaibli l'offensive russe dans la région la plus importante de la guerre. Le commandant en chef ukrainien a confirmé que les actions à Koursk et à Soumy ont empêché la Russie de redéployer 60 000 soldats pour renforcer les opérations à Donetsk. Cela signifie que la petite Andriivka aide à alléger la pression sur les fronts les plus critiques. L'aspect psychologique est encore plus crucial dans cette histoire. Voyez-vous, pendant des mois, le récit dominant a été que la Russie faisait des avancées constantes. Petit, mais de constantes. La reconquête d'Andriivka brise complètement ce récit. Cela montre que l'Ukraine ne fait pas que se défendre, mais qu'elle est encore capable de lancer des contre-attaques réussies et de reprendre des territoires perdus. Et ce n'est pas tout. Avec Andriivka sécurisé, les forces ukrainiennes avancent dès maintenant vers leur prochain objectif, Yunakivka. Ce village se trouve à environ 14 km d'Andriivka et à seulement 7 km de la frontière russe. Actuellement, elle est disputée dans une zone grise de combats actifs. Le commandant en chef, Syrski, a rapporté que des unités ukrainiennes ont avancé de 200 à 700 mètres dans différentes parties de la zone de Yunakivka. Le général de brigade Olé Apostol, un héros de l'Ukraine et commandant nouvellement nommé des forces d'assaut aéroportées, dirige ces opérations. Ce que nous voyons à Soumy est un laboratoire de la guerre moderne. De petites unités hautement mobiles, des drones, la guerre électronique, tout cela dans une danse mortelle où la capacité d'adaptation rapide détermine qui l'emporte. Et dans ce jeu, celui du 125e régiment s'est révélé exceptionnel. La libération d'Andriivka peut sembler insignifiante dans le contexte d'une guerre continentale, mais son impact va bien au-delà de son importance géographique. Elle représente la capacité continue de l'Ukraine à surprendre, à riposter, à prouver que les déclarations grandioses de Poutine selon lesquelles toute l'Ukraine serait russe ne sont encore que des paroles creuses. Pendant que Poutine parle avec arrogance à Saint-Pétersbourg, les soldats ukrainiens prouvent, mètre par mètre, que la réalité sur le champ de bataille est bien différente de ses rêves expansionnistes. Aujourd'hui, des mois plus tard, Pokrovski résiste toujours. La grande offensive d'été, qui devait être le coup décisif, s'est transformée en une leçon d'humilité militaire. L'histoire de Pokrovski montre quelque chose de fondamental sur la guerre moderne. La force ne l'emporte pas toujours. C'est la plus intelligente, celle qui parvient à traiter l'information plus rapidement, à mieux s'adapter et à frapper les points faibles de l'ennemi avec une précision chirurgicale. Poutine a rassemblé 110 000 soldats, mais ses hommes de confiance ont pris de mauvaises décisions. Et l'Ukraine ? Eh bien, ils ont utilisé quelques dizaines de missiles et de drones, mais surtout, ils ont réfléchi comme une force du XXIe siècle.
En d'autres termes, c'est un affrontement entre l'orgueil aveugle et la détermination intelligente, l'arrogance impériale contre la résistance désespérée d'un peuple qui lutte pour sa maison. Et à la fin, l'intelligence a vaincu la force brute, le futur a vaincu le passé. Et toi, qu'en penses-tu? Et toi, quel est ton avis sur cette évolution des méthodes de guerre? Quand l'intelligence surpasse la force brute, assistons-nous à l'avenir des conflits en militaire? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ce type d'analyse vous a impressionné, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de comprendre comment la guerre fonctionne réellement aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui montrent comment le monde est en train de changer. À la prochaine vidéo.